Welcome everyone Bonjour, to today's bienvenue à tout le webinar. This monde au content webinaire is based d'aujourd'hui on qui fait information partie based de knowledge. Let's la talk about Semaine canadienne de la sécurité des patients. Mon nom est Adrien Pichet et je suis un chef de programme de service de santé ici au Canada. C'est un plaisir pour nous d'offrir l'interprétation simultanée pour cet événement. Pour y avoir accès, vous pouvez sélectionner français dans le menu interprétation en bas de votre écran. Si vous avez des difficultés techniques pendant ce webinaire, parlez à notre support technique, vous pouvez le faire en envoyant un message direct à notre participant qui s'appelle support technique ou technical support en anglais. Nous nous réunissons aujourd'hui. Nous, euh, s- il y a parmi nous des gens qui ont rejoint de partout, de contrées lointaines aussi. Je suis personnellement ici dans une zone près de Lake Ontario, les terres traditionnelles des Chippewas. Donc, c'est une zone dont j'apprends de plus en plus tous les jours, qui a une histoire et qui a des traditions de nos peuples indigènes ici. Les peuples indigènes et les colons européens ont partagé des moments de coexistence ensemble ici. Et je suis fasciné par certaines de ces histoires parce que ça nous rappelle à quel point le fait d'apprendre peut nous ouvrir les portes de la réconciliation. Donc, nous allons continuer à travailler ensemble et prendre en charge et prendre en considération ces opportunités. Donc, si vous voulez, présentez-vous dans le chat, donnez des informations sur vous-même, d'où vous nous rejoignez. Il y a aussi, si vous voulez même ajouter un site internet pour nous apprendre plus du territoire, d'où vous nous rejoignez. Je veux reconnaître aussi le fait que de parler de soins plus sécurisés, c'est assez important. Euh, Prenez plus soin de vous. Si vous avez besoin de plus de soutien, vous pouvez nous contacter après le webinaire. Donc, c'est notre troisième webinaire pour la semaine de soins sécurisés canadiens. Vous avez déjà, vous êtes déjà inscrit pour recevoir des invitations pour tous nos webinaires, avoir accès à toutes nos activités. Et si vous ne l'avez pas, je vais partager un code QR sur l'écran à la fin de ce webinaire. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Donc, la semaine de sécurité des patients canadiens est une semaine pour pouvoir souligner ce qui se passe à travers notre système de santé pour pouvoir améliorer de manière continue notre service de soins. Donc, c'est une opportunité aussi pour nous de nous améliorer tous ensemble, de nous inspirer, de trouver de meilleurs moyens de soutenir les familles, les patients, les communautés, les staffs, les organisations de santé qui travaillent tous ensemble pour pouvoir mettre en place le meilleur service de santé possible. Donc, je vous invite à visiter notre site internet et nos réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi partager ce que vous avez accompli, vos campagnes pendant les dernières années, ce que vous avez utilisé, ce que vous pouvez utiliser autour de vous. Il y a aussi des ressources gratuites que vous pouvez télécharger, que ce soit des guides de conversation sécurisés. Nous avons aussi un cours de 6 modules qui peut vous aider, vous et vos collègues, à vous améliorer dans vos soins et dans vos services de soins. Donc, après tout cet excitement pour cette semaine exceptionnelle, je suis assez privilégié d'être ici aujourd'hui et avoir une conversation avec 4 membres de ce panel qui vont commencer une conversation qui va qui va avoir de la redondance sur vos communautés et avoir un impact avec vos collègues, vos familles, etc. pour les soins plus sécurisés et l'impact que ça peut avoir sur les communautés. Donc, j'invite nos panélistes à notre panel. Si vous voulez activer vos caméras, nous voulons vous voir. Très bien, bonjour tout le monde. Donc, au lieu de partager une bio scriptée, vous êtes des humains très talentueux, donc j'aimerais bien que vous partagiez avec nous
certaines informations sur vous et qu'est-ce que vous voulez faire savoir à l'audience et ce que vous faites et quelles sont vos perspectives sur ces sujets et sur le fait de pouvoir fournir des services de santé plus sécurisés. Donc, nous allons commencer par Ashley, Micheline, Tammy et ensuite Julie. Donc, allez-y, Ashley. Bonjour tout le monde. Mon nom est Ashley Walson. Mes pronoms, c'est she, her. Et je suis d'héritage écossais. Et je viens du territoire des Nations Cani et du territoire de Ballowhaver. Donc, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé à l'Université de Victoria dans le programme de recherche. C'est à propos de l'égalité des services de soins, la qualité des soins aussi, l'expérience des peuples avec les soins de santé, que ce soit surtout sur le point de vue de la discrimination, que ce soit les sans-abri, des gens victimes de racisme. Donc, dans le contexte d'égalité pour les fournisseurs de services, etc., pour pouvoir apprendre plus sur les barrières que les gens peuvent faire face dans le fait de recevoir des soins. Il y a plusieurs approches qui font en sorte que les gens se sentent plus en sécurité. Donc, pendant mon emploi dans ce domaine, j'ai eu plusieurs rôles. J'ai eu un rôle de bénévole, de coordinateur de soins. Donc, je pense que ce qui me ramène aujourd'hui à ce panel, c'est de croire en la force des communautés. Je suis intéressé dans le fait de parler plus de ça aujourd'hui pour tout l'amour et le support et, que je vois les gens recevoir, que ce soit les membres de communauté, ma famille, mes amis et les membres des organisations dans différents paramètres. Donc, ce que nous devons apprendre de ces groupes et j'ai hâte de poursuivre et de finir cette conversation avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, très bonne introduction. Et un petit avant-goût à propos de l'importance des soins. Donc, Micheline, c'est à vous. Merci, Ashley. C'était très inspirant. Nous nous sommes rencontrés quand nous préparions ce panel et ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je vois qu'il y a 446 personnes, c'est formidable. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de voir l'intérêt que tout le monde porte à ce sujet. Donc, je vous rejoins aujourd'hui du territoire Wine qui est la terre originale des Cris Dakota et aussi les terres des River River Métis. Je suis descendante des femmes Métis du nom de Angeline Dion et récemment je me suis reconnecté ou connecté tout court avec mes origines. Donc ça a fait en sorte que je puisse être connecté pour pouvoir trouver les moyens avec lesquels nous pouvons nous reconnecter et vivre en harmonie avec les peuples indigènes dans un monde d'amour et de partage. Et cela me ramène au travail que je fais aujourd'hui à Action Marguerite. Donc Action Marguerite, c'est un collectif de trois maisons de soins connectées et trois programmes de support de santé à Winnipeg et à Manitoba. J'ai été pendant 3 ans, j'ai rejoint en pleine pandémie. Les gens me demandent pourquoi et je dis pourquoi pas pour leur répondre. Donc, c'est un sujet de sécurité. Autrement, je me demande à quel point j'en sais sur ce sujet ou à quel point j'y suis connecté à travers le travail que j'ai fait, l'expérience que j'ai eue probablement il y a environ 15 ans ou 10 ans pour créer la culture de compassion à travers les organisations de soins. Donc la compassion est une capacité qui doit être présente ou
qu'on doit faire notre possible pour faire en sorte qu'elle soit présente dans notre monde et dans notre domaine et trouver des moyens de raccorder tout ça ensemble. Donc, je pense que c'est crucial pour cette conversation de sécurité. Nous devons être attentifs à la sécurité et de partager la compassion qui est en nous, autour de nous, dans la création d'une vie organisationnelle. Donc, j'ai un débat en moi qui dit, oui, les gens vont dire que les services de soins sur le long terme ne sont pas forcément dans la communauté. Donc, je vais débattre de ça avec vous. Donc, nous servons actuellement 48 personnes qui sont connues traditionnellement comme indigènes. Donc, nous les aidons. Ceci dit, je donne la parole à vous, Andrea, et j'ai hâte de continuer notre exploration ici avec vous. Merci, Micheline. Hâte de voir ce qui va se passer. Donc, c'est une conversation ouverte, ce n'est pas scripté, ce n'est pas écrit au préalable. Donc, allons nous allons parler de votre passé, de votre expérience que vous avez apportée. Donc, hâte d'en parler plus au fur et à mesure que nous avançons. Maintenant, c'est à vous, Témi. Bonjour tout le monde, je suis Tamin Ali, je vis à Mamachino, au Brunswick et je suis très chanceuse de vivre dans cette zone où je suis entouré par trois peuples indigènes, que ce soit les Anskino-Bedic. J'essaie de prononcer correctement. Donc nous avons des cultures très diverses ici et j'ai beaucoup de chance de pouvoir vivre dans un endroit pareil. Je travaille avec des maisons de soins, je suis une navigatrice senior et nous faisons en sorte de garder les retraités dans leur maison et de prendre soin d'eux. Donc, c'est ce dont elle parlait, c'est du soin à long terme. Et le soin à long terme peut être apporté dans les communautés. Et ça, on peut faire en sorte que ce soit plus agréable pour les seniors ou s'ils veulent leur donner aussi le choix d'aller dans les maisons de retraite ou de rester chez eux. Mais je peux dire en général que eux-mêmes, la réponse en général, c'est qu'ils veulent rester chez eux. Donc nous faisons en sorte de les accompagner dans leur choix, faire en sorte qu'ils reçoivent des soins plus adéquats, plus sécurisés, même chez eux, nous assurer aussi que nous prenons le temps lorsque nous pesons des questions, quelle est leur religion, quel est leur arrière-plan, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils ont fait l'expérience d'être pauvres dans leur vie pour pouvoir savoir quels sont les services dont ils ont besoin, est-ce qu'ils sont isolés, est-ce qu'ils ont de la famille proche, est-ce que la famille leur en visite souvent. Donc, pour savoir ce dont ils ont besoin, c'est vraiment le fait de bien connaître la personne. De cette façon, vous pouvez avoir une vraie perspective de ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent et quels seraient les meilleurs services qu'on pourrait leur apporter dans leur propre maison et de trouver un potentiel danger dans leur maison, peut-être un problème chimique, ou peut-être s'ils sont aveugles, nous assurer que les produits chimiques sont stockés de manière sécurisée. Donc, en général, trouver les dangers potentiels. Peut-être des fois en hiver dans l'est du Canada, les tempêtes de neige peuvent être vraiment violentes, donc ça peut aussi être un danger pour eux. Donc c'est le fait de mettre tout le monde en sécurité, que ce soit le travailleur ou la personne qui reçoit le soin. Donc c'est le fait d'identifier ce que nous devons faire et ce qu'ils attendent de nous. Donc je suis très heureuse d'être dans cette conversation et de voir tout l'intérêt que vous portez. Aussi, nous intervenons dans les hôpitaux pour nous assurer qu'ils sont replacés dans leur maison en général de manière sécurisée. Donc, je vous redonne la parole à André. Merci, j'aime cette idée de reconnaissance
Si les gens veulent rester à la maison, nous pouvons fournir les soins de santé à la maison. Ça veut dire qu'ils peuvent rester dans leur propre maison plus longtemps. C'est vraiment l'empathie elle-même pour une bonne qualité de vie. C'est une bonne motivation. Comment faire en sorte comment faire en sorte d'apporter les soins adéquats même aux gens qui veulent rester à la maison. Et pour finir, Julie, nous aimerions avoir votre introduction. Bonjour, je suis Julie Diner et je travaille à Thunder Bay, connu comme NMK Winkledon, qui est sous le traité supérieur des Robinson. Je travaillais avec des gens vulnérables, donc la plupart de mes patients sont admis dans les hôpitaux. Donc quand j'ai commencé à travailler dans le shelter à Hospice Northwest, une organisation est venue au shelter et a fait une présentation éducationnelle sur le soin apporté par les travailleurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ce qui me manquait pour apporter les meilleurs soins dans les gens qui sont dans les abris ou les refuges. Et maintenant, je travaille avec une équipe de euh, protection des droits des peuples défavorisés. Donc, je travaille avec des patients, avec des clients qui sont sans abri pour faire en sorte qu'ils reçoivent des meilleurs soins ou de les mettre dans des pieds d'égalité. De la communication aussi, je suis chanceuse de travailler avec avec un centre communautaire, d'aide communautaire. Donc, je suis très passionné par les gens qui sont sans abri ou qui ont du mal à avoir accès à des services de soins de qualité. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va émerger de cette discussion aujourd'hui. Je suis assez nerveuse, c'est une première fois pour moi. Donc, Julie, nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes la personne parfaite pour participer à ce genre de choses. Donc, de voir qu'il y a des gens plus vulnérables et faire en sorte qu'ils sachent à quoi ressemble la sécurité et introduire la sécurité à ce genre de personnes, c'est assez différent pour donc je pense que vous êtes assez expérimenté dans votre domaine. Donc se poser les bonnes questions par rapport à ce genre de personnes. Donc nous sommes tous un peu nerveux ici. Je vois qu'il y a 505 participants. Ça fait en sorte que mon cœur rebondisse un peu. Donc, ça fait une très grande communauté à travers le pays qui est intéressée par le fait d'apporter de meilleurs soins. Donc, ça me donne un petit shot d'adrénaline. Donc, ça me rend très heureuse. Donc, peut-être avant de donner l'occasion à tout le monde de respirer un peu, avant de commencer directement dans le sujet, et de notre première question de la conversation. Si nous pouvons prendre une seconde pour cadrer notre conversation, pour élargir notre vision de que peut signifier le préjudice ou les dommages qui peuvent être engendrés par les soins, que ce soit des infections, des erreurs. Il y a certains paramètres dans des maisons de soins ou des institutions de soins qui peuvent poser danger, comme des dangers chimiques ou etc. Donc, ça nous encourage à travailler dessus et à élargir notre vue pour inclure aussi les dégâts psychiques et psychologiques qui peuvent être apportés à un patient. Donc, comment faire en sorte d'apporter plus d'humanité et plus d'équilibre dans les soins aux gens qui ont été victimes de dégâts ou de dommages, comment faire en sorte qu'ils soient en sécurité et qu'ils se sentent aussi en sécurité pendant qu'ils reçoivent des soins. C'est le début de notre conversation. Peut-être une bonne façon de commencer ça serait de
vous connecter avec vos entourages directs et les expériences que vous avez vécues ou ils ont vécues. Et je suis intéressé, quelle a été votre expérience dans le fait de fournir des supports de santé en relation avec avec des dégâts, peut-être ou des dommages, ou si vous avez une expérience dans la sécurité des soins? Qu'est-ce que vous avez vu dans votre communauté ou quelle est l'expérience que vous avez eue à propos de ce sujet des dommages qui peuvent être apportés pendant les soins? Donc, nous allons changer l'ordre et nous allons commencer par Micheline. Donc, Micheline, qu'est-ce que vous avez vu ou qu'est-ce que vous avez eu comme expérience dans les paramètres de votre communauté quand il s'agit de dommages apportés pendant les soins? Il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit quand vous posez cette question, Andrea. Une chose sur laquelle je veux me concentrer dans ce sujet particulier, c'est la solitude et la nuisance que ça peut causer euh, euh, pendant la pré-pandémie, pardon. Ça a été souligné et surligné pendant la pandémie. Et je pense qu'en tant que société, ça dépasse le système de santé. En tant que société, nous avons la responsabilité d'agir face à cette solitude. Et ce n'est pas une rue à sens unique. Ce n'est pas seulement les gens sur lesquels nous agissons qui peuvent avoir l'expérience de la solitude. Ça peut être d'autres dans la communauté aussi. Et est-ce que nous pouvons, en tant qu'organisation, dans notre communauté ici, dans Winnipeg, faire partie de cette connectivité? L'année dernière, nous avons fait en sorte de réimaginer le bénévolat dans Action Marguerite et dans nos organisations qui ont servi pour les communautés francophones ici à Winnipeg. Et vraiment pour découvrir qu'il y a beaucoup de gens sur les 600 personnes sur lesquelles nous avons intervenu, que les seules personnes qui sont présentes dans leur vie sont des gens qui sont payés pour être présents dans leur vie. C'est assez alarmant. Et c'est pas parce que vous allez rejoindre une maison de santé pour un soin à long terme ou que vous êtes dans dans votre propre maison que vous allez recevoir des soins pour lesquels vous payez. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'avoir des connexions normales dans votre vie. Donc, le fait de réimaginer le bénévolat, c'était exactement ça. C'était d'aller vers ces gens-là et voir si nous avons des gens en dehors de Action Marguerite qui veulent réellement faire partie de leur vie. Et en une année, nous avons recruté plus de 100 nouveaux bénévoles. Donc, c'est assez important et conséquent. Donc, ça a fait en sorte que j'avance et ça m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que nous soyons très bien entourés. Donc, donc, nous avons eu de très bonnes relations entre les gens qui voulaient construire des relations et nos bénévoles. Et c'est l'un de nos sujets d'aujourd'hui, le fait de savoir et de mieux connaître l'un l'autre. Lorsque vous connaissez les gens, vous pouvez mieux les aider quand vous les connaissez de manière plus personnelle et vous pouvez avoir des échanges plus particuliers et plus importants avec eux et pas seulement une relation de recevoir des soins de votre part. Donc, j'aimerais avoir l'occasion d'intégrer ça dans le programme PALS. Qui a été lancé par une de nos sœurs qui a une organisation appelée Saitama, qui ont pu partager.
leurs expériences. Donc, Joa et Jennifer ont été les pilotes de cette démonstration ou ce projet pilote, entre guillemets, et les gens qui veulent essayer ce programme. Et Joe va raconter l'histoire, donc je vais faire en sorte de faire entendre sa voix. Il n'y avait personne qui le visitait avant la pandémie ou pendant la pandémie, et maintenant, il a des gens avec qui il a de vraies relations grâce à Jennifer. Donc, il a des exemples où nous pouvons voir où c'est que les dégâts ou les nuisances ont pu être réduites parce qu'il peut maintenant mieux s'exprimer, comment les équipes de soins ont pu, de manière plus efficace, prendre soin de lui. Et c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi. Et c'est la direction dans laquelle nous voulons avancer dans toute cette idée d'ouverture des portes à tous les patients, dans ces connexions qui sont très humaines. Donc, c'est ce que je vais dire pour l'instant. Merci. C'était une très belle introduction parce que nous voulons élargir notre compréhension des nuisances, mais vous avez aussi élargi notre compréhension des soins. Donc, vous avez parlé des deux en même temps et en cadrant aussi dans le tout la solitude que peuvent ressentir les patients comme nuisance. Et la plus grande nuisance, c'est le fait d'ignorer la solitude. Et en ignorant la solitude, nous causons une nuisance. Donc, c'est une autre dimension qui est souvent négligée lorsque nous parlons de soins plus sécurisés. Donc, le fait de fournir cette compassion dans nos services, le fait de parler de cette solitude, c'est fournir de meilleurs services. Donc, ça a fait plaisir d'écouter ce que vous avez à présenter et nous allons passer à Tammy. Nous aimerions savoir quelle est votre expérience avec dans les maisons d'accueil, à quoi ça ressemble dans votre communauté, et quelles sont les expériences avec les gens ou les patients qui reçoivent. Donc, je vais souligner ce qu'a dit sur la solitude. C'est ce que nous faisons. Nous avons une coordinatrice de bien-être et son travail, c'est d'aller chez les gens et de faire ou de leur poser des questions, ou même veulent juste jouer à un jeu de société ou quoi que ce soit. Elle va leur demander ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Elle va dans les maisons, par exemple, et elle va trouver des puzzles qui ne sont pas finis. Elle va leur proposer de finir le puzzle avec eux. Et ça va faire en sorte d'avoir une meilleure étincelle avec ces patients. Et donc, la solitude que nous voyons, elle va leur poser des questions comme est-ce que vous sortez souvent? Est-ce que vous avez des visites? À quel point vous êtes connecté à votre communauté? Est-ce que vous vous sentez connecté? Les réponses en général, c'est je vais faire les courses ou je vais récupérer mon chèque à la fin du mois ou je vais voir ma famille une fois par mois. Vous pouvez à peu près conclure qu'ils se sentent très isolés, seuls. Donc, à ce moment-là, nous pouvons dire, oui, nous avons cet employé ou cette personne qui va pouvoir faire ceci et cela. Et les gens en général vont réagir en disant que oui, j'aimerais bien avoir ce genre de service. Et donc, les visites de bien-être euh, en solo, c'est-à-dire que c'est des visites qui se font en face à face avec avec la personne. Et vous sentez que quand la personne va rendre visite à ces gens-là, c'est une très bonne énergie. Elle va illuminer leur journée. Et ça ne se limite pas seulement à ça. C'est aussi des dangers physiques, que ce soit dans les rampes qui ne soient pas. Et c'est un problème constant. Elle a beaucoup de problèmes à leur sous-sol parce que c'est un problème avec le sol qu'ils ont et ça continue à passer. Mais
un membre de la communauté qui était capable de me parler de cette femme. On a pu lui donner de l'aide. On a pu lui donner des choses à titre gratuit. On a pu l'aider avec le soin de la maison, les tâches. On a aussi l'aider avec l'agence ménagère parce que à cette époque-là, ce n'était pas sûr en sécurité sa maison. Là, elle est plus sécure. On espère avoir depuis le 19 de janvier, on a commencé à le céder avec la neige pour retirer la neige, retirer le froid. Normalement, c'est plus dangereux pour eux parce qu'ils sont en risque d'avoir des chutes. Il y a un service de bénévoles qui vont vraiment donner de l'aide aux gens agents qui en ont besoin. Donc, on essaye de trouver solution aux problèmes et aux hasards. Parfois, on ne peut pas trouver une solution, mais parfois, on peut. Donc, une autre chose qu'on veut souvent, c'est une manque de compréhension par rapport aux médicaments. Donc, on a eu un client, on l'appelle presque chaque matin pour lui demander comment allez-vous. Pour vous rappeler de prendre vos médicaments parce que elle mettait tout le médicament dans une boîte et elle le prenait chaque 3 jours, qui n'était pas du tout bien. Donc, on essaie de voir ce qu'ils ont besoin et de réduire ce qu'il se passe chez eux. Et peut-être c'est pas que il y a des hasards ou des choses dangereuses chez tout le monde, mais quand on a des gens qui ont des 30 ou 40 ans, ce n'est pas pareil pour eux. Il y a des clients qui ont des déficiences qui ne vont pas bien. Et finalement, ça s'agit de savoir qui sont eux, comment il était il y a 20 ans ou 30 ans, comment est-ce que sa santé s'est développée. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça s'agit de vraiment savoir comment ces personnes connaître et vraiment cette personne afin de leur donner le meilleur soin. Lorsqu'on leur donne le meilleur soin, ils auront la confiance en nous pour essayer de faire une évaluation. Peut-être sera plus facile qu'ils suivent nos recommandations. Merci, Tammy. Vous savez, ce qui est très touchant, c'est que vous avez parlé le besoin de soins et de soutien, d'avoir la flexibilité pour faire ce qu'il faut faire. Donc, il y a toujours la question, qui doit faire ce travail. Mais lorsqu'on regarde des risques chimiques à la maison, lorsqu'on a un risque qui normalement ne se trouve pas dans notre liste des tâches, c'est là, mais qu'il faut faire attention, qu'il faut que les travailleurs peuvent prendre soin de ce travail, même si ce n'est pas dans leurs tâches quotidiennes. Donc, même si ce n'est pas une tâche habituelle, de donner ce type de soins avec passion, avec compassion et s'assurer que c'est ça le rôle de nos fournisseurs. Merci, Lucie, de nous parler de ces services. C'est une approche plus collaborative et on voudrait bien regarder les yeux très ouverts pour voir vraiment ce que les gens ont vraiment besoin. Donc, je vois qu'il y a des questions de comment le faire. Je sais que on fait un très bon travail pour créer des règles pour des gens et qu'il faut avoir la flexibilité pour modifier les règles basées sur le besoin des gens. Donc, merci de me parler de ça. Et là, on va essayer de parler. Oh, non. Oui, je pense que c'était Ashley qui voudrait venir parler. Oui, bien sûr. Ok. Donc, je pense que quand on parle d'Anger, le gens avec qui j'ai travaillé,
les gens qui ont participé à notre recherche, comme j'avais dit avant, ont des expériences de discrimination, de racisme, de mauvaises expériences avec les services sociaux. Donc, je dirais que leur expérience, normalement, c'est avec un regard de jugement. Ils ne croient pas euh, que leurs besoins et les symptômes sont pris en compte. Donc, il faut leur poser des questions par rapport à leur vie et leur expérience et aussi des gens qui ont été expulsés de la communauté lorsque leurs besoins médicaux ont devenu trop chers. Donc, il faut aussi leur donner de soutien social par rapport à l'expérience qu'ils ont, par rapport à la maison, le loyer, le service public. Il faut vraiment créer une aide communautaire pour soutenir ces personnes. Donc, je voudrais juste vous raconter une histoire pour parler de Clef. Il est une personne qui est toujours présent pour moi. Ce n'est pas son prénom. Il a passé sa vie entre clinique, hôpital, et pour vraiment essayer trouver une solution à ce problème, la douleur qu'il avait au dos. Il a travaillé beaucoup, il a travaillé il a essayé d'avoir deux travail dur et fort pour pouvoir acheter ces médicaments pour le mal au dos et c'était pas une situation très bien. Donc une fois il est allé aux urgences, il a demandé d'avoir une IMR et finalement son diagnostic c'était qu'il avait du cancer donc ça c'est une histoire d'un diagnostic tardif qui est arrivé très en retard. Et le- l'idée qu'on a eue, c'est de la communauté. Donc, à cause de son cancer terminal, c'était là qu'il a commencé à avoir la priorité pour le loger, à trouver des soins dans la communauté, de pouvoir utiliser le système. Et été il a été capable de trouver des médicaments légaux pour la douleur parce qu'il avait vraiment un diagnostic là. Donc, sa qualité de vie en ce moment-là est beaucoup plus mieux qu'avant d'avoir son vrai diagnostic. Donc, vu la vie des expériences négatives dans les systèmes, les personnes n'en veulent pas et n'ont pas de confiance. Mais on peut voir qu'ils sont raisons on peut penser bien dans ce cas et comment le soin et sa vie pourraient être différents si il s'il n'était pas diagnostiqué dans une partie de sa vie où il pouvait recevoir des soins, mais s'il aurait été diagnostiqué avant. Donc, ce sont des types de choses que les gens ont dans leur vie, cette partie du diagnostic, de ne pas avoir l'accès au diagnostic et plusieurs mortes et plusieurs de douleurs pourraient être évitées si on faisait un diagnostic plus, plus en avant, plus tôt. Donc voici, c'est une histoire pas si heureuse, mais voilà, c'est ça que je voudrais parler dans ma présentation. C'était juste qu'il y a des approches qui devraient être plus priorisées pour les gens qui sont sans abri. Je sais qu'il y a beaucoup de conférencistes qui sont centrés à l'humain et il faut travailler à la confiance ça devrait devenir la meilleure priorité pour créer la sécurité. Donc, je voudrais bien qu'on peut tenir en compte cette approche et penser à la stratégie. Merci, oui, donc, assurer l'accès aux soins. Et je pense que ça sera très bien, ça rentrera très bien avec les expériences de Julie. Donc, Julie, vous pouvez parler de vos expériences par rapport aux dangers dans la communauté où vous êtes.
Oui, j'adore tout ce que vous avez dit, Ashley et Tammy aussi. Lorsque vous parlez de la flexibilité, c'est ça qu'on a besoin. On devrait avoir plus de flexibilité. Le système ne fonctionne pas. Donc, les types de dangers de mes clients sont le manque de foie G, donc le risque de violence, infection, le médicament qui sont volés, la manque de nourriture, donc manque de nutrition, manque de transportation, manque de communication, donc n'est pas aller à leur rendez-vous, manque de compréhension, manque de d'hygiène, donc plus de risques d'infection, stigma basé sur la couleur de leur peau et incluant les mains sales, le vêtement sale. Je pense que c'est important aussi de parler de ça parce que même moi, lorsque je regarde quelqu'un qui est sale, je dis, il est sale, mais il faut se souvenir que cette personne peut-être elle n'a pas d'accès à une salle des bains. Aussi, elle abuse des substances en tant que personne sans abri. Donc, je pense que dans mon rôle, dans mon équipe, on essaie de parler de construire des relations. Je pense que Ashley avait parlé de ça aussi, de construire ces relations et construire ces relations avec les travailleurs de la santé pour qu'ils puissent parler avec eux et donner soutien pour la transportation. Ah, je vais avec les gens à leur rendez-vous. Vous savez, je m'assise avec eux. De ces gens, ils essayent de survivre. Ce n'est pas une préoccupation pour eux d'arriver au rendez-vous, d'avoir du cancer, d'avoir de PPE. C'est juste d'avoir de la nourriture et peut-être une paire de chaussures. Donc, lorsque je suis capable d'avoir une relation avec eux, c'est en leur donnant des chaussures, par exemple, leur donnant de médication, leur dire, eux, écoute, on a votre rendez-vous, faut aller à votre rendez-vous. Et je pense que je crois vraiment dans la construction des relations et de devenir flexible. Je pense qu'il y a des gens qui, qui n'ont pas, par exemple, moi, j'ai l'accès à une banque de travail, de la nourriture pour travail, donc j'ai l'accès à tout ça. Et j'ai travaillé avant dans un abri. Moi-même, j'étais sans abri une fois, donc, je comprends vraiment le besoin donc, on a besoin de construire des ponts. Non, pas nécessairement avec moi. Je pourrais être une travailleuse sociale, je pourrais être n'importe qui, mais le but, c'est de juste leur donner de l'aide à ces gens. Ils n'ont pas d'argent, donc je dis, je vais pas me sentir hyper triste. Donc, oui, je suis très ravie. Donc, je vais juste parler et ne pas sortir de mon scénario. Et je vais essayer de rester dans ce que je vais dire. Je pense qu'on est tous là parce qu'on veut vraiment aider des gens. Je pense que tout le monde voudrait avoir le meilleur soin, donner le meilleur soin, donner la meilleure possibilité d'avoir la meilleure vie à tout le monde. Je pense ça. C'est très important ça. Je pense que ce que vous dites, c'est très important. Et je vous remercie beaucoup pour vos partages, pour vos échanges. La première, ce sera d'assurer l'accès au type correct de soins et de soutien. Et le deuxième, c'est comment on le fournit. Si on offre le service avec du respect, ou si on donne le service avec un regard de jugement, on le fait. Est-ce que le plus important, c'est la personne ou le fournisseur? Donc, on peut parler d'un centre de soins basé sur la personne. Donc, tout est basé sur la compassion. Il faut donner des soins avec compassion parce que ces gens sont très en solitude. Par exemple, le foyer, il faut regarder tous les gens. Je vois des commentaires par rapport à la confiance et la construction de la confiance au centre. Je pense que ça, c'est vraiment dans le centre. C'est ça qu'on parle quand on parle soins dans la communauté. C'est
c'est un centre qui doit être basé sur la confiance des gens. Et voilà, c'est là que vous tous pourrez savoir vraiment qu'est-ce que c'est le soin compassif dans votre communauté. Est-ce que les gens donnent du soin compassif? Est-ce que les gens reçoivent du soin compassif? Lorsque les gens reçoivent de soins compassifs, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'expérience des gens? Pareil pour Julie et Ashley. Donc, peut-être un peu commencer avec Tammy, avec ces questions, et après je reviens vers vous, Julie et Ashley. Donc, pour nous, le soin compassif, c'est vraiment donné, basé sur la personne et sur un bon lieu. C'est sur Je pense qu'on a essayé de faire ça chaque mois. On est allé à la banque nourriture pour chaque personne et il y a beaucoup de stigmas, surtout pour les gens plus âgés. Aller à la banque de nourriture est une chose qui leur rend très honteuse. Donc, on va à la banque pour eux et on leur donne la nourriture parce que on comprend que pour eux, ce n'est pas quelque chose d'être fier. Et donc, on le fait pour eux. Pour nous, c'est ça le soin compassif. On peut aller, on peut récupérer le boîte et le ramener chez eux. Et ça, c'est un soin sur mesure pour s'assurer que cette personne sait qu'on se préoccupe, qu'on s'occupe d'eux. Et je pense que les défendre, c'est vraiment se baser sur le soin compassif, savoir qu'il y a de besoins pour les gens âgés et aider les âgés qui payent plus de leur 35% de son revenu pour leur foyer. Donc, on essaie de faire la demande, de poser la demande pour eux, pour qu'ils puissent recevoir toute l'aide qu'ils peuvent avoir. Donc, on leur demande qu'est-ce que vous avez besoin, s'il faut faire une photocopie de chaque document, on le fait pour eux parce qu'on sait bien qu'il y a des gens qui n'ont pas un ordinateur, qui n'ont pas une imprimante. Donc, on s'occupe de ça pour eux et on s'assure de l'envoyer et s'assurer de leur dire on va faire un suivi, on va continuer à s'occuper, vous inquiétez pas, on va vraiment s'occuper de ce problème pour vous. C'est donc pour nous, ce savoir qu'ils leur laisser savoir qu'ils sont une voix, mais qu'on est de leur côté. Et on nous assure qu'ils sont importantes donc, voici de leur informer. Voici un programme qui peut être euh, bon pour vous. Vous devez faire rien. C'est juste, oh, je vais vous aider à le faire. Je vais vous aider à poser la demande pour que vous puissiez accéder à ce type de bénéfices ou de services. Et voilà. J'ai, je connais qu'il y a des gens, des programmes qui ne s'occupent pas qui s'en fichent de personnes, mais on essaie de trouver un programme qui va vraiment se préoccuper d'eux. Merci, Tammy. Je suis désolée que je vous ai laissé là, mais je trouvais pas mon bouton de... oui, j'ai adoré les exemples de De soins compassifs, oui, je vais aller à la banque alimentaire. Oui, vous inquiétez pas, j'irai et je vais vous amener la nourriture. Donc oui, si on sait qu'il y a un estirme, mais qu'ils en ont besoin de ça, on va le faire pour eux. Oui, c'est ça un soin sécure parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va recevoir la nourriture, donc ils vont se nourrir et lorsqu'ils ont une bonne nutrition, et leur santé va améliorer et tout ça, ça va marcher mieux. Donc, je pense que il y a des gens qui pensent comment un peu, et je pense que il y a des personnes qui ne vont pas aux urgences, donc ils ne vont pas chercher le type de soins et de soutien qu'ils ont besoin.
Donc, je pense que c'est ça le cas. Mais pour les gens qui reçoivent de soins, ça, ce n'est pas la priorité. Mais avoir la sensation de qu'ils sont importants, que quelqu'un s'occupe d'eux, qu'il n'y a pas de jugement, je pense que c'est ça le travail qu'il faut faire, que c'est le soin en sécurité. Ok, donc on va parler avec Julie. Oui, soin plus sûr. Oui, c'est ça. La compassion dans ma communauté, ça sera si le client a besoin de me dire qu'est-ce qu'il veut. C'est pas quelque chose que je dois faire, de choisir. Il y a des gens qui ne vont pas aller trouver un foyer. Donc, je vais leur trouver, je vais essayer de leur aider et de coordonner donc, ce n'est pas notre vie, c'est leur vie. Donc, il faut respecter la façon dont ils veulent vivre leur vie. Donc, oui, Julie, comme en tant que quelqu'un qui est l'intermédiaire, qui a le privilège de travailler avec les gens au quotidien, qui normalement peut absorber, peut tenir toute l'expérience. Et parfois, vous pouvez sentir que ça marche ou pas, ça marche pas. Ou est-ce que vous regardez la meilleure opportunité de fournir un soin plus sûr au client? Je pense que c'est lors de la première rencontre. Si vous êtes une travailleuse sociale, si vous, on a 3 soins palliatifs dans la ville, il faut s'asseoir et parler avec le client. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il se passe? Ce n'est pas justement de venir et dire voici votre diagnostic, voici ce que les scanners disent, voici vos médicaments, c'est ça qu'on va faire. Il faut vraiment connaître le patient et normalement c'est hors le soin médical que le soin va vraiment avoir un effet. Donc je pense que c'est là où le changement peut arriver avec le fournisseur. Si le fournisseur prenne un temps additionnel pour connaître la personne. Et oui, je sais, il y a les infirmières aussi font ça. Mais normalement, c'est très, pour un gens, pour une personne qui habite dans la rue, ils se sentent très intimidés si s'ils doivent aller à un hôpital ou à une clinique, par exemple. Par exemple, s'il y a des gens qui ont des problèmes de santé comportementale, ils sont eux de trauma à l'école. Peut-être s'il y a une personne qui ne parle pas bien anglais, qu'en fait l'anglais c'est la deuxième langue, ça sera plus difficile, il faudra leur contenir, lui donner la contention, mais après qu'il peut parler, après qu'il a parlé avec les gens, le médicament, les infirmières ou les médecins, on peut savoir comment lui aider à qu'ils peuvent aller mieux. Donc, je pense que c'est la relation de nouveau, c'est surtout les relations. Et j'ai eu une fois un collègue qui est un autre qui a plus de 60 années. Son plan de traitement pour le cancer, c'était commencé avec la radiation. Il a eu quelques radiations, donc je lui ai amené à sa première radio. Et donc, tu dois tenir, il faut rester toute quiète, toute droite pendant la radiation. Et lorsqu'il a fini la radiation, je lui ai ramené à l'abri et il a dit, à l'auberge, il a dit, je vais pas retourner, je vais jamais retourner. Donc, le médecin peut penser qu'il veut pas suivre la règle, mais bon, j'ai parlé avec lui, je le connais depuis des années et je lui ai dit tout ce qui est passé dans l'école résidentielle, c'était qu'il était attaché vraiment sur le lit et il avait ses peurs, ses traumas. Donc j'ai parlé avec l'équipe. Je vais parler plus de l'équipe après.
Donc, il a dit, il veut pas revenir parce qu'il a déjà été attaché sur le lit et il a peur, il a vraiment un trauma. Et on a parlé avec l'équipe médicale et l'équipe a dit, on va pas vous attacher au lit. On va pas vous attacher parce qu'on sait que vous avez un trauma. Donc, on devrait vraiment construire ces relations de confiance et on a réussi à qu'il revienne. Il a fini tous ses radios et là, il n'a plus de cancer. Donc voilà, ça parlait avec les médecins, ça a vraiment fonctionné. Voici, c'est une histoire heureuse et voilà, je sais pas quoi de plus je peux vous dire. Et je vois ce qu'on a sur le chat, ça dit, wow, très bon travail, je pourrais pas être plus d'accord avec lui. Oui, c'est justement prendre le temps, oui. Quand un patient ne vient pas à le rendez-vous, lorsque, quand il y a quelqu'un qui ne veut pas suivre le traitement, on doit vraiment sortir de la boîte et penser pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne ne veut pas avoir ce traitement? Il y a toujours une raison. Donc, cette personne, il m'a raconté des histoires euh, vraiment douloureuses. Je ne sais pas comment il continue à vivre. Donc, oui. Donc, oui, il, il essaye de vivre avec leur trauma. Là, il n'est plus à l'auberge, il est dans une installation de soins. Donc, je travaille avec le directeur de cette installation de long terme parce que il y a toujours des problèmes. Si ils me disent, parfois ils me disent qu'il y a quelqu'un qui manque. J'essaye de le trouver, de parler avec lui ou elle. Donc, oui, je me sens très, très bien d'avoir ce travail. Je me sens très ravie, très heureuse, très fière d'être capable de faire ce travail. Normalement, je dis, oh, oula, c'est génial de recevoir un salaire, d'avoir dessus en faisant ce que j'aime. Oui, ça fait partie de ce que vous êtes. Je vois que oui, tout le comportement, ça part de la communication. Oui, c'est très, très, très joli pour capturer ce que vous partagez. Tous les comportements sont basés sur la communication, oui. Donc là, je voudrais passer à Ashley. Micheline, je vois que vous pouvez sourire, que vous savez la sourire. Donc, si vous voulez parler, donner des commentaires par rapport à ce que Julie a partagé, vous pouvez bien venir parler. Euh, Julie, vous retirez tous les obstacles. On avait parlé de ça, vous savez, et c'est une grande partie, ça. La compassion, c'est une façon d'être. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait, ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute, c'est une façon d'être. Donc, aujourd'hui, les jours d'avant, oui, c'est là que tout a du sens pour moi. Et ça, c'est un très bon exemple pour nous tous, dans n'importe quel rôle on a. Parce que on peut parler, oui, vous êtes le PDG, c'est vous qui mettez l'obstacle ou qui retire les obstacles du chemin. Donc, oui, je me sens trop fière de votre courage, de que vous puissiez arriver à faire les gens venir. Et l'autre partie de la compassion, c'est, oui, je suis sûre que les gens à qui vous donnez soutien reçoivent votre compassion. Et cette compassion revient vers vous et vous donne plus d'énergie. C'est ça comme je me sens. Quand je me sens en harmonie avec les autres êtres humains, c'est l'être humain qui doit être là pour les autres, partager, rire.
je peux bien ressonner avec une personne qui habite dans une installation de long terme. Ben, c'est un gens qui va changer leur style de vie, ça n'a pas de sens. Mais j'ai appris depuis le centre de soins à long terme qu'il faut changer un peu la perspective, faut s'habituer avec la terminologie d'une personne qui habite. Donc, vous pouvez me dire comment vous voudrez vivre votre vie. Donc j'ai fait ça pendant toute ma carrière. Je pense que je pense qu'en ce moment, nous devons évoluer dans le contexte dans lequel nous travaillons et peut-être faire en sorte que les soins soient considérés comme quelque chose qui euh, soit remis en place dans d'autres paramètres. Mais je suis curieuse à propos de ce genre de choses. Autre chose que je voulais exprimer, qui me venait à l'esprit lorsque Tammy et Julie ont intervenu, c'était la peur, et la compassion. Donc, nous ne parlons pas du fait d'être tout gentil ici. Donc, c'est le fait d'être féroce et des fois, nous devons démystifier ce point en particulier et d'avoir une autre perception de la compassion, ce que les gens vont avoir à l'esprit et ce que les travailleurs ont été entraînés. Est-ce que je peux vous demander d'avoir un exemple d'un moment où la compassion prend cet aspect féroce? Donc, c'est un exemple similaire à celui de Julie, où quelqu'un qui a eu un mode de vie, de vivre dans la rue, qui va passer aux soins de longue durée et sur laquelle nous avons fait un aussi bon travail de réhabilitation de personnes, que pour lui, ce n'est pas approprié pour cette personne et ce n'est pas approprié pour tout le monde dans son environnement. Les staffs ne sont pas en sécurité, cette personne ne sont pas, la personne elle-même n'est pas en sécurité et les autres occupants ne sont pas en sécurité. Donc, les travailleurs se sont dit à un moment que cette personne ne veut pas vivre ici. Donc, est-ce que vous savez à quel point c'est difficile de, entre guillemets, faire sortir quelqu'un de maison de soins pour le renvoyer vivre dans sa communauté, entre guillemets? Ça nous a pris une année. C'est un peu triste et nous avons fait en sorte d'avancer. C'était assez féroce parce que qu'est-ce que nous pourrions dire? Euh, qu'on le laisse tomber, enfin qu'on laisse tomber et qu'on va le laisser ici et que tout le monde va souffrir de sa présence. Nous n'avons pas fait ça. Nous nous sommes connectés à d'autres gens qui faisaient partie de notre communauté, des gens comme Julie, et nous avons fait en sorte de trouver des solutions. Nous avons vu plus large, élargi notre vision, et nous avons vu des membres de notre communauté qui disaient que nous allons y aller, nous allons faire en sorte de résoudre ce problème. Nous faisons ce que nous devons faire en général pour entourer cette personne et ces personnes avec ce qu'ils veulent de nous, ce qu'ils attendent de nous en tant qu'êtres humains, pour nous assurer qu'ils sont dans les meilleurs paramètres ou qu'ils vivent la vie qu'ils veulent eux-mêmes vivre, peu importe comment elle se représente. Donc c'est un exemple pour moi euh, de comment être féroce et quel est le moment d'aventure féroce que j'ai dû vivre à un moment. J'aime bien cet exemple de comment la compassion peut être vue. La compassion, c'est d'aider les gens d'aller de l'avant et d'avancer jusqu'au point où ils veulent aller, même si ça représente le fait de sauter dans une année remplie de ralentisseurs et de défis. Et aussi, le jugement peut venir de l'autre côté. Il y a des gens qui nous jugeaient, qui voulaient que nous soutenons cette personne plus
plutôt que de la faire sortir. Il nous disait pourquoi vous voulez juste vous débarrasser de cette personne, de vous laver les mains de ce qui s'est passé, ne pas faire en sorte que cette personne vive dans cet environnement. Mais j'ai combattu et j'ai fait en sorte d'éradiquer ce mythe et ça ne respectait pas la personne en elle-même qui était au cœur de tout ça. Donc ce n'était pas à propos de quelqu'un d'autre, c'était vraiment à propos de cette personne. Ce que j'admire réellement, c'est j'aurais aimé d'être une mouche sur les murs pour entendre ces conversations. Ce sont des conversations de braves pour pouvoir garder cette attention quand vous êtes en train d'être accusé et de faire en sorte que quelqu'un ne soit pas votre problème sur le long terme et de dire aux gens c'est ce que cette personne veut, c'est ce dont elle a besoin. Ce sont des conversations qui peuvent mettre mal à l'aise. Il faut beaucoup de courage pour ce genre de conversation. Donc, nous pensons que la responsabilité est assez lourde, la responsabilité de traiter ce genre de problème, d'avoir cette confiance de demander à mon équipe, faire en sorte que les choses prennent la tournure qu'ils veulent. Ça a pris une année, d'accord, mais ça a pris la bonne tournure. Donc, faire confiance et être prêt à vivre avec beaucoup d'incertitudes. Et nous pouvons faire en sorte de vivre avec ça parce que l'avenir est toujours incertain. Je ne sais pas ce qui est certain dans la vie. Mais je ne pense pas qu'on ait déjà eu un cas certain dans notre travail. Donc, à ce moment de l'évolution de l'être humain, nous pouvons euh, probablement vivre en adéquation avec l'incertitude dans la vie de tous les jours. Très bonne réflexion. À vous, Ashley, est-ce que vous voulez intervenir? Donc, il y a eu beaucoup de choses que je pourrais commenter, mais je pense que ce que je voulais renforcer, ce que j'ai entendu de la part de Julie, c'était donc, le thème en général que je suis en train d'entendre, à entendre à travers les panélistes, c'est vraiment comment la confiance est construite à travers les actions et nous nous concentrons beaucoup sur le langage que nous utilisons, l'utilisation des bons termes, quels sont les prestataires de services qui peuvent avoir les bons paramètres. Mais je pense que ce qui est important de reconnaître, c'est que il y a toujours des moyens que les prestataires de services peuvent créer de la sécurité dépendant du langage corporel avec la priorisation des besoins de la personne, identifier les besoins de cette personne, comment a été leur vie par le passé. Et une chose qui m'a un peu touché, c'est de savoir quel niveau de connaissance que les travailleurs ont eu et qui peuvent aider les personnes de la communauté et détruire les barrières qui peuvent se dresser sur votre chemin et de détruire les insécurités. Et parce qu'ils font les choses les plus importantes pour cette personne, peut-être qui peuvent être trouver un logement, se refaire une carte d'identité. Ce sont des choses qui sont importantes pour ces gens dans les communautés. Et quand nous faisons face à une barrière, ça ne devrait pas être l'impact ou le résultat ne, ne devrait pas être non, nous ne pouvons pas offrir ce service parce que euh, euh, vous n'êtes pas qualifié, vous êtes sans abri. Euh, La vraie question, c'est comment nous allons faire en sorte de fournir les besoins de cette personne. C'est quelque chose que nous devons inclure dans cette conversation. Je suis très excité par rapport à cela. Et je pense que les grands autres facteurs, lorsque nous parlons de ces exemples de sans-abri, de pauvreté, de, d'abus de substances, je pense que de plus en plus de gens vivent loin de leur famille, de plus de gens deviennent sans-abri de jour en jour. Les seniors qui sont en pension fixe, qui ne n'ont pas les moyens de payer leurs engagements ou leurs loyers. Donc, de plus en plus, nous allons devoir nous habiliter à ce genre de défi pour pouvoir créer les conditions pour un bon niveau de soins. J'ai aimé aussi l'exemple de Tammy, de creuser la neige pour pouvoir avoir accès aux soins. Donc, ce sont des besoins très pratiques dont on a besoin et qui ne peuvent pas être pris en charge dans des maisons de soins et qui peuvent aider
les gens dans les communautés. Donc, c'est vraiment l'inclusion de ce genre de services dans les agences des services sociaux et et les réseaux de travailleurs pour pouvoir faire en sorte que même les communautés soient plus incluses dans les prestations de soins. Et autre chose sur laquelle je pense, c'est comment les gens définissent la sécurité et les gens dans la communauté définissent la sécurité. Et la définition organisationnelle, peut-être, par exemple, la sécurité dans le travail. Tu as mis à parler du fait que nous ayons euh, de la glace sur les trottoirs. Ça peut peut-être représenter une barrière. Et un exemple auquel je pense, c'est les gens qui ont des maisons qui sont jugées risquées et qui n'arrivent pas à avoir un support pour leur logement parce qu'ils sont des abuseurs de substances ou autre chose. Et même même après les essais de mitiger ce genre de risque, de comment aider cette personne, comment faire en sorte que cette personne reçoive les soins et éviter que cette personne ne soit pas traitée. Donc, c'est la première chose sur laquelle nous devons travailler, ces barrières, ces problèmes de comportement. Oh, vous avez quelque chose sur votre casier judiciaire ou que la personne ait un passé particulier. Donc, ce sont les premiers points de contact que nous devons tenir en compte dans nos programmes. Donc, leur apprendre comment mitiger leurs propres risques et leurs propres approches. Donc, lorsque nous travaillons dans les maisons des gens, nous devons aussi accepter le fait qu'ils ont de différentes approches que nous et de différents styles de vie. Je pense à comment des fois la façon dont nous définissons l'organisation sécuritaire et comment les gens travaillent sur la première ligne de mire et avoir une première conversation pour pouvoir avoir un équilibre entre comment définir et comment travailler dessus. Donc, c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles nous devons parler dans ce panel, mais c'est ce que je voulais dire. Merci Ashley, vous avez de manière naturelle transitionné, fait la transition jusqu'à un autre point de notre conversation. C'est comment nous pouvons créer les conditions qui peuvent créer un soin avec compassion pour les patients. Le boulevard entre le point de connexion entre la sécurité du prestataire et la sécurité du patient, comment le fait de fournir des services ne cause pas de danger sur le prestataire sans pour autant impacter les soins reçus par la personne. Comment équilibrer cela? Donc, c'est un point principal pour les prestataires ou les travailleurs de santé qui sont dans les premières lignes ou qui travaillent sur le terrain. Donc, ils n'ont peut-être pas ce genre d'éducation et ne savent peut-être pas que ce genre de solution existe. Je sais que Tammy a eu certaines expériences avec ça en termes de tension entre le fait de rencontrer les expectations du client et le faire de façon à avoir des environnements de travail sécurisés aussi pour les travailleurs ou pour les fournisseurs de soins. Donc, nous avons trouvé donc la communauté. C'est un bon groupe de personnes. Nous sommes une ville de 20 à 25 000 personnes. Nous sommes une petite ville, une petite province, mais il y a beaucoup de bénévoles ou de gens qui sont prêts à aider. Donc, il y a un risque de sécurité. En général, nous avons des gens que nous pouvons appeler avec la permission des clients de partager leurs informations. Par exemple, quand il y a des inondations, le risque que l'eau touche aussi des réseaux électriques, il y a aussi un risque à propos de ça. Donc, faire en sorte, par exemple, de vider certaines caves qui sont inondées, il y a des chances que l'eau puisse être électrisée. Mais il y a des personnes qui disent non, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Nous avons aussi
aussi eu quelqu'un, un senior qui vivait dans une maison à risque et nous avons travaillé très étroitement avec la MLA ou la MLA. C'est assez similaire à la MEP. C'est une organisation phénoménale qui a été capable de trouver les fonds pour éradiquer ce danger parce que cette personne n'a pas pu avoir les moyens de participer ou de faire en sorte de régler ce danger toute seule. Nous-mêmes, nous avons mis de l'extrait de vanille en dessous de nos nez et porté des masques parce que l'odeur dans cet habitat était extrêmement désagréable. Mais nous avons quand même trouvé une solution. Nous avons levé les fonds et en général, les églises sont très faciles à aborder quand il s'agit de lever des fonds pour aider les gens. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours des femmes de foi qui travaillent à l'église qui sont toujours prêtes à aider, les étudiants des universités qui sont toujours prêtes à aider, que ce soit dans le travail social, dans le bénévolat. Vous serez surpris de voir à quel point tout le monde est prêt à aider. Une fois, j'ai appelé un charpentier pour, euh, parce que nous avions quelque chose à réparer et c'était un samedi et il a juste dit oui au téléphone. Vous serez étonné de voir à quel point les gens sont prêts à aider et sont prêts à sortir de leur zone de confort. Je peux garantir que dans chaque situation, nous avons au moins une personne qui pourrait nous aider dans le fait d'éliminer les dangers. C'est vrai que c'est un danger, mais pour nous, et qui représente plutôt un danger pour nous, les travailleurs de première ligne. Mais il y a des gens forcément qui sont qualifiés pour ce genre de situation. Et des gens qui sont prêts à aider les gens les plus vulnérables, spécialement les seniors, parce qu'ils sont déjà sensibilisés. Ils ont tous des grands-parents, ils ont des parents qui sont peut-être d'un certain âge, et ils sont toujours prêts à aider. Donc, Tammy, vous êtes vraiment en train de bien articuler l'importance du rôle de la communauté dans les soins de communauté. Ce n'est pas juste les travailleurs de santé, c'est votre communauté, c'est votre organisation locale, votre association, c'est les églises, votre communauté, vos voisins et le rôle que nous avons en tant que membres de la communauté pour aider l'un l'autre et apporter des soins plus sécurisés à tout le monde. Donc, il y a eu une question plus tôt quand Micheline parlait de l'intégration des bénévoles dans l'organisation. Comment vous intégrez alors ces rôles dans le savoir des travailleurs de santé? Si vous avez des bénévoles qui connaissent des gens, ils connaissent leurs préférences, qui connaissent leurs histoires, leur passé, ce qui les dérange, ce qu'ils ont dans leur vie, comment nous pouvons intégrer ce savoir des membres de la communauté qui fournissent les soins avec ceux qui payent pour les soins, de façon à ce que ce soit supportable, parce qu'ils reçoivent le côté formel des services. Comment, à ce moment-là, nous pouvons faire interférer les deux avec le système de soins de façon à ce que les travailleurs de la santé puissent faire en sorte d'être plus humains dans leur échange et dans leur façon de faire les choses. Nous avons eu besoin de fournir une orientation aux équipes de soins sur comment vous pouvez faire ou travailler avec les volontaires côte à côte. Ce n'est pas juste quelque chose qui va arriver de façon magique. Il faut faire attention aux inquiétudes que les équipes vont avoir par rapport au fait d'avoir quelqu'un qui soit déjà proche aux patients, aux résidents, pour notre cas, des résidents qui ont été là pendant très longtemps à Action Marguerite. Et le staff est devenu très attaché à ces personnes. C'est quelque chose de bien déjà. Et si la personne veut construire des relations
en dehors des relations formelles, ça devrait être inclus aussi. Et nous offrons en général ce genre d'orientation et comment nous pourrions travailler ensemble sur ça. Donc, c'est quelque chose d'assez faisable. Donc, je regarde le temps. J'arrive pas à croire à quel point la session est passée rapidement. Donc, je pense, pour pouvoir en finir avec cette portion, j'aimerais inviter chacune de vous de partager votre réflexion, quelque chose que vous voudriez que l'audience ou les auditeurs, que les auditeurs gardent pour eux après avoir quitté. Qu'est-ce que vous voulez que les gens considèrent pour avoir une vision différente à partir d'aujourd'hui par rapport à leur vision des soins ou des travailleurs de la santé? Donc, je vais demander à Ashley en premier. Qu'est-ce que vous voulez que les gens voient de manière différente? Donc, qu'est-ce que je veux que les gens fassent de manière différente? Je pense que donc, bien sûr, il y a beaucoup d'approches qui ont été créées aujourd'hui par rapport aux stratégies, se concentrer sur les relations, se concentrer sur la construction de la confiance, se concentrer sur le fait de savoir quels sont les besoins. Mais, mais aussi bien que nous pourrons incorporer ce genre de besoins, mais nous devons reconnaître que les gens vont avoir accès aux soins en dehors des communautés ou des soins de communauté, là où ils se sentent en sécurité. Et ce genre d'associations ou de groupes de communautés sont souvent menacés. Je pense que le fait de rallier, j'ai pensé sur comment ces sites sont beaucoup plus que ce que l'on pense. C'est plus le fait de créer des connexions de communautés, un endroit où les gens peuvent se sentir en sécurité, du fait d'être sans abri, de discrimination et le fait que les gens s'aident l'un l'autre dans leurs défis, dans leurs combats de tous les jours. Et ensuite, nous allons regarder ce genre d'endroit qui fournit ce genre de sécurité pour les gens qui ne sont pas intégrés dans beaucoup de systèmes. Donc, les plus grosses menaces que nous pouvons avoir dans ce genre de choses, c'est de ne plus avoir de financement. Donc, la plus grosse étape que nous devons avoir pour faire en sorte que ça dure, c'est de dire merci, de faire en sorte de les encourager, de faire des donations et montrer notre support à ce genre d'initiative. Merci Ashley. Julie, qu'est-ce que vous voulez que les gens gardent après cette session? Comment vous voulez que les gens soient plus ou aient plus accès aux aides? Donc, je voulais faire un commentaire sur les injections sécurisées. Donc, j'ai été dans ce rôle dans notre site d'injection sécurisé. Donc, j'ai été en temps plein pendant 3 ans dans cette position, enfin, dans ce poste de travail. Donc, ce que vous avez dit exactement, c'est très, très exact parce que des fois, vous avez des situations qui vous brisent le cœur. Donc, merci déjà d'avoir mentionné ça. Donc, c'est une petite portion de ce que les abuseurs de substances vivent tous les jours, mais les gens ici par exemple, il y a beaucoup de femmes qui sont très vulnérables et qui sont sans abri. Les centres comme celui-ci peuvent réellement changer leur vie, mais nous ne parlons pas de ça en ce moment. Donc, pour nous concentrer sur le sujet, ce que je veux que les gens retiennent après la conversation d'aujourd'hui, je pense que c'est le fait d'être flexible, d'être vraiment flexible avec ce que nous pouvons faire pour aider les gens ou faire confiance aux gens comme moi, pardon, qui ont de l'expérience dans le domaine. Je ne suis pas une travailleuse sociale, mais j'ai beaucoup d'expérience. Faire confiance à vos communautés, à vos partenaires de la communauté, surtout pour les populations sans abri, les travailleurs de première ligne de mire qui veulent vous aider. Si vous êtes une infirmière et que vous êtes envoyé
un endroit communautaire. Ces travailleurs vont vous aider, ils vont vous aider. Soyez flexible, faites quelque chose de différent. Soyez flexible, apportez une nouvelle approche et ne faites pas en sorte d'avoir cette angoisse par rapport au changement de votre travail, de travailleur de la santé. Le fait d'être empathique avec les travailleurs de la santé, c'est bien de comprendre les deux côtés, que ce soit les travailleurs ou les patients. Il faut aussi prendre le temps de connaître vos patients et vos clients de manière plus profonde. Tammy, vous voulez dire quelque chose, votre réflexion, quelque chose que vous voulez que les gens gardent après cette conversation. Donc, comme elles ont dit, être flexible, être ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles pratiques, à de nouvelles façons de faire les choses, de créer des connexions. Vous allez apprendre beaucoup des communautés. C'est peut-être, ce n'est peut-être pas tout le temps la meilleure façon, la façon la plus efficace de faire les choses, mais le fait d'essayer de nouvelles idées ou de nouvelles approches peut dévoiler un côté plus intéressant de faire les choses. Donc faites de votre mieux dans votre travail, soyez passionné, soyez empathique. Si nous pouvons aider avec notre cœur et avoir de bonnes intentions dans notre travail, et si vous voulez aussi vous amuser dans votre travail, donc des fois quand nous n'avons pas beaucoup de travail, nous faisons en sorte de prendre une pizza, de passer de belles après-midi, de mettre de la musique, de partager de bons moments ensemble. Donc pendant les 4 5 heures que nous avons là-bas par journée, la plupart du temps, c'est assez agréable. Par exemple, même la femme de ménage qui a été là avec nous pendant une seule après-midi a dit qu'elle a passé un très bon moment. Donc, tout prendre d'une perspective positive, ça va réellement vous aider dans votre travail. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir ajouté ça dans le fait de travailler avec les difficultés que vous avez et faire en sorte des fois que ça puisse être agréable. Micheline, vous avez la parole avant qu'on en finisse. Tout ce que vous avez dit fait beaucoup de sens jusqu'à présent avec les panélistes, avec vous, Andrea. Tout ce que vous avez apporté, les 342 personnes qui sont présentes ici avec nous, et aussi la AGC, l'Agence d'excellence de santé du Canada, qui font un très bon travail. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'être autorisés, peut-être que nous pouvons juste nous connecter avec notre côté humain et l'amour que nous portons pour notre travail. Et tout ce que je veux dire, c'est que vous avez tout en vous pour pouvoir combattre, pour pouvoir faire du bon travail. Donc continuez dans votre travail d'humanitarisme. Merci à vous. Très bon sentiment. Je pense, j'ai l'impression que nous avons besoin d'une chanson pour tout résumer. Donc nous allons passer au slide. Et nous allons prendre aussi le temps de vous remercier de manière formelle à toutes les panélistes. C'était une très bonne conversation, une conversation très brave. Et nous avons aussi parlé du fait d'avoir des conversations braves dans nos communautés pour pouvoir apporter des soins avec plus de compassion, avec plus de sécurité pour chaque patient et explorer, faire en sorte que les gens sachent ce que la sécurité veut dire dans ce genre de
Pour penser aux dangers, si vous n'avez pas encore le fait, s'il vous plaît, merci de s'inscrire à notre liste d'emails pour recevoir des informations sur nos prochains projets, nos prochains événements. On a un autre webinaire en novembre et finalement, on, on vous remercie d'avoir passé du temps avec nous. Si vous pouvez prendre 30 secondes de plus pour répondre au poll afin de savoir quel est vos sujets principaux, quel est vos rôles. Merci, merci Ashley, merci Julie, merci à tous pour s'assurer que notre communauté a d'accès à le soin de qualité. C'est le fin de notre webinaire. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup.